Faut-il un deuxième plan de relance? Oui, à en croire l'OFCE. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal justement de l'OFCE. Est-ce que vous n'êtes pas un peu vite en besogne? Pourquoi? Parce qu'il reste encore déjà, j'ai envie de dire, à aller au bout du premier plan de relance. 10 milliards de dépensés l'an dernier. Encore 40, je crois, doivent être mobilisés, dépensés cette année. Déjà, décaissons rapidement les 50 milliards avant déjà de parler de 100 milliards de plus, non? Alors, oui, bien sûr, vous avez raison, mais il y a deux points qui sont importants. Le premier, c'est la dette publique n'est pas une limite au plan de relance. Donc, il ne faut pas, si c'est nécessaire, utiliser cet argument pour dire on ne peut pas le faire, on n'a pas les moyens. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est quand on parle de plan de relance, il faut faire attention, il y a une petite subtilité sur le vocabulaire. Il y a le plan de relance et le plan de soutien. Le plan de relance, c'est le plan d'urgence. Voilà, le plan de relance, il prend du temps à être décaissé, mis en place, il y a des investissements, il s'étale sur une période de temps qui est longue, c'est assez logique, ça se défend. Mais il y a dans le soutien à l'économie aussi le plan d'urgence qui, lui, vise à mobiliser des sommes tout de suite et de façon importante. Ça passe par l'activité partielle. Oui. Ça passe par le fonds de solidarité. Oui, c'est pas le sujet, là. Bah, si, c'est le sujet, parce que la relance de l'économie, ce n'est pas uniquement le plan de relance. La relance de l'économie, c'est à la fois le court terme, les mesures d'urgence, et la transformation de l'économie, la préparation. Et le raisonnement, il est très simple. Il est de dire que si on relance pas, si on ne soutient pas l'économie, ça ne servira à rien de la relancer. Par ailleurs, un autre argument, c'est que au moment où l'économie a besoin de soutien, quand il y a encore des secteurs qui sont fermés administrativement, faire de la relance, ça ne sert à rien. Parce que les gens sont confinés chez eux, ils ont des changements très forts dans leur comportement, ils ne partent pas en vacances. Donc distribuer du pouvoir d'achat ou essayer de stimuler tel ou tel secteur, c'est contradictoire avec le fait d'avoir des fermetures administratives et des mesures de restriction. Mais pendant la restriction, il faut soutenir, et il faut soutenir de façon importante, parce que ça sera la condition de la relance ensuite. Or là, on peut quand même discuter. On a évalué à l'OFCE qu'en 2020, les entreprises, y compris les mesures de soutien et d'urgence et les premières mesures de relance, avaient des pertes qui se montaient autour de 50 milliards d'euros, entre 50 et 60 milliards d'euros. C'est là-dessus, aujourd'hui, que la question du soutien doit se faire. Les PGE, les 130 milliards d'euros de PGE vont arriver progressivement à échéance. Si on laisse ces 130 milliards d'euros être remboursés par les entreprises, on va s'installer dans une récession pendant une décennie, en fait. Alors, vous ne professez pas seul dans le désert, pour le coup. Cette fois-là, j'ai envie de dire, parfois ça vous arrive. L'Institut Montaigne propose 60 milliards. Alain Minc, même le MEDEF demande aussi un plan de relance plus vaste. Vous êtes dans l'air du temps. En même temps, je mets la place de celles et ceux qui nous regardent. Quand on écoute Agnès Verdier, qui sort un bouquin, la France peut-elle encore tenir longtemps? Mais elle nous dit que les caisses sont vides et qu'on n'a plus de marge de manœuvre. On a Olivier Dussopt, qui était sur ce plateau, ministre des Comptes publics, qui dit que le quoi qu'il en coûte doit s'arrêter cette année. On a l'ancien chef économiste Olivier Blanchard du FMI qui dit qu'en gros, l'endettement public est et va rester soutenable. Vous comprenez qu'on a du mal à se faire une idée de savoir si c'est bien ou pas de faire encore une fois, d'aller sur plus d'argent public, plus de dépenses publiques, plus de dettes. Alors, à mon avis, il y a deux débats. D'abord, il y a le débat de savoir est-ce que la dette publique est soutenable ? Et est-ce que la préoccupation de la soutenabilité de la dette publique, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête pour calibrer la réponse qu'on a aujourd'hui face à cette crise? Donc là, il y a deux camps, avec Agnès Verdier-Molinier tout seul dans un coin, et le reste du monde qui dit non, ça ne doit pas être une limite. Il y a plusieurs éléments pour expliquer que ce n'est pas une limite. C'est d'abord les taux d'intérêt sont très bas, les marchés ont énormément d'épargne. Et ça, c'est aujourd'hui. Qui sait dans 5 ans, 10 ans, le fait qu'il y ait énormément... Qui sait si la BCE sera encore là pour faire tourner la planche à billets? Il faut se projeter un petit peu, Xavier. Oui, mais David, le fait qu'il y ait énormément d'épargne, ça fait quand même très longtemps. Agnès Verdier-Molinier, par exemple, elle nous dit le vrai taux d'intérêt, c'est 5% sur la dette publique. En termes réels, la dernière fois qu'on a eu 5%, c'était au moment de la lutte contre l'inflation. Ça a duré quelques années. Et dans les 50 ou 60 dernières années, c'est le seul moment où ça s'est produit. Donc, vous voyez, surjouer la crainte d'un écrasement par la dette publique est quelque chose qui est contre-productif. 100 milliards, pourquoi pas 100, 150, 200 milliards, allons-y. Je veux dire, alors ça vous avez raison, il y a la question de savoir comment on calibre et qu'est-ce qu'on fait. Donc vraiment, il faut penser les choses avec deux étapes. Et je rejoins Olivier Dussopt sur un point, c'est que les mesures d'urgence sont par nature totalement désincitatives.
quand on dit à une entreprise, si tes salariés ne travaillent pas, c'est moi qui vais te remplacer, me substituer à toi pour payer la masse salariale. C'est éviter de mettre les gens au chômage en même temps. Alors, ça évite de mettre les gens au chômage, mais on voit bien que c'est le genre de mesure qui n'est pas possible dans une économie de marché pendant très longtemps. Parce que sinon, ça veut dire que les entreprises ne vont jamais licencier, elles vont avoir des salariés qu'elles ne feront pas travailler, qui seront payés par l'État, et on va aboutir à des situations qui sont totalement absurdes. Absurdes parce que voilà, la réallocation normale des ressources dans une économie ne se produira pas. Donc il y a un moment où il faudra sortir de cette situation, qui est une situation qui n'est pas tenable dans le long terme. Mais aujourd'hui, on ferme des secteurs administrativement, on impose des restrictions. Les restaurants, le secteur des spectacles, le secteur des transports, tout ce qui est lié au tourisme, tout ça est arrêté brutalement et par raison prophylactique, donc c'est tout à fait justifié, mais en tout cas ça produit un coup d'arrêt complet. Donc si on dit à ces secteurs, ok, vous n'avez pas d'activité licenciée, c'est le jeu normal d'une économie de marché, là on va aboutir à un désastre. Un désastre, ça veut dire une récession qui dure très très longtemps. Or, voilà, on ne veut pas. Donc il faudra sortir du quoi qu'il en coûte le plus tôt possible. On ne peut pas en sortir tant qu'il y a des mesures de restriction, de déplacement. En sortir déjà, c'est mieux ciblé et ne plus arroser tout le monde. Ce qui est le cas de plus en plus. Alors, la question du ciblage est extrêmement importante. C'est effectivement, c'est important pour deux raisons. D'abord, parce que ça coûte moins cher de mieux cibler, fatalement. Et puis ensuite, c'est aussi, ça va induire moins de distorsion. Distorsion de concurrence, distorsion de justice. Quand on arrose de façon très uniforme et sans regarder à la situation de chacun, on aboutit à des injustices. Et ces injustices vont être difficiles parce qu'il y a un moment ou un autre, non seulement il faudra en sortir, mais il faudra aussi commencer à rembourser cette dette accumulée. Et là, le fait que ça a été injuste va ressortir. Ouais. Donc oui, c'est important de cibler. Le mieux, c'est cibler. Le plus ça sera efficace et le moins ça sera coûteux. Ouais. Pour clore le sujet, même si c'est un sujet dont on pourra parler pendant longtemps, et après on parlera du savoir où est-ce qu'on met ces 100 milliards, mais l'idée de ceux qui défendent qu'on peut aller plus loin en termes d'endettement, c'est de dire il faut arrêter de regarder maintenant la dette publique rapportée au PIB. Il faut mieux regarder la charge d'intérêt, ce que ça coûte vraiment, la charge d'intérêt rapportée au PIB. Le coût de la dette, rembourser les intérêts, quoi. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, la dette a beau avoir triplé en 25 ans, la charge d'intérêt rapportée au PIB, elle, a été divisée par 3 dans le même temps. Donc ça nous donne des marges de manœuvre, c'est ça. C'est solide intellectuellement, ou est-ce que c'est pas opportuniste parce que les taux d'intérêt sont bas et que le jour où, encore une fois, ça remonte, il faudra refinancer cette dette, plus cher en intérêt, après effet boule de neige. Alors, d'abord, c'est factuel, donc c'est très solide de ce point de vue-là. À l'instant T. Il n'y a pas de contestation possible. Oui. Certains pourraient se dire, oui, mais si les taux d'intérêt remontent, cette situation va s'arrêter. Alors, c'est vrai, mais elle ne va pas s'arrêter tout de suite. Oui. La dette a une maturité, on emprunte à taux fixe en fait pour des tranches de dette pendant une certaine période de temps, donc ce qui fait que ces taux d'intérêt bas qu'on a contractés cette année, on va les garder bas sur les tranches de dette qui ont été levées cette année. 10 ans, 15 ans, 20 ans. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc c'est des périodes de temps qui sont longues, ce qui veut dire que s'il y a remontée des taux d'intérêt, on a un délai qui est de l'ordre d'une dizaine d'années avant d'avoir le plein effet. Voilà. Prend du temps. Alors ça c'est le premier point. C'est pas instantané. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'interroger sur pourquoi les taux d'intérêt sont bas. Alors certains disent c'est parce que les banques centrales interviennent massivement. Parce qu'il y a beaucoup d'épargne. Non mais en fait voilà, il y a des facteurs plus profonds puisque les taux d'intérêt étaient bas avant la crise. Et ces facteurs plus profonds, ils font qu'on peut faire l'hypothèse raisonnable. Il y a un petit risque fatalement derrière, mais l'hypothèse raisonnable que si les taux d'intérêt remontent, ils ne vont pas remonter au niveau les plus élevés qu'on a observés dans l'histoire. Et donc, du coup, qui peuvent rester assez bas. Voilà. Et ça définit un ensemble de marges de manœuvre. D'autant que plus un pays est endetté, plus il est sensible à la remontée des taux d'intérêt. Et donc, il y a des pays qui ne supporteront pas, au travers de leur marché immobilier, au travers de plein de choses liées aux taux d'intérêt, qui ne supporteront pas des taux d'intérêt plus élevés. Il y a ça aussi. Un pays qui a moins de dettes, c'est un pays qui est moins fragile. Vous en convenez ? Alors, un pays qui a moins de dettes, c'est un pays qui est moins fragile. Un pays qui est dans une zone monétaire qui est solide et dans lequel on évite les paniques des marchés financiers face à la dette est aussi dans une situation plus solide. Je pense par exemple à la zone euro. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est une situation, enfin, il ne faut pas se cacher, c'est une situation qui sera assez exceptionnelle et qui va demander une attention particulière. Augmentation des dettes publiques, cette question des taux d'intérêt, la sensibilité aux taux d'intérêt. Mais il faut faire des scénarios très raisonnables
sur quels sont les futurs possibles. Pour en faire quoi de ces 100 milliards? Si c'est pour financer les dépenses récurrentes et courantes de l'État, certains diront que c'est discutable. Vous allez me dire, OK, transition énergétique, santé, éducation, hôpitaux, personne ne sera contre, mais concrètement, et déjà ça, c'est déjà dans le plan de relance, tout ce que je viens de dire là, tous ces secteurs-là. Vous le mettez où cet argent pour qu'il soit bien employé? Le premier endroit où il faut le mettre, et le faire de façon ciblée en identifiant les entreprises qui sont les entreprises ou les agents économiques qui sont les plus touchés, c'est sur ceux qui ont subi le choc de la crise sanitaire, économiquement. Parce que annuler ce choc dans leur compte, c'est le moyen d'avoir une économie qui peut repartir comme elle était avant. Et concrètement, et qui du coup peut aller donc aussi pour les dans cette secteurs direction. sinistrés, fermés administrativement, vous proposez quoi? Alors, pour les secteurs sinistrés fermés administrativement, ce qu'on propose, c'est en fait ou durablement affaiblis. Une mesure qui serait comparable à l'activité partielle, mais pour le capital productif qui n'a pas été utilisé pendant la période sanitaire. En français, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous êtes un restaurant, l'activité partielle vous a permis de couvrir en partie les salaires de vos employés. Il y a les loyers, il y a les... Mais il y a les loyers. Alors, les loyers, c'est parce que vous avez un actif productif qui est la salle de restaurant, qui fait partie des actifs essentiels de votre restaurant. Bah, l'idée, c'est de dire, vous n'avez pas utilisé cette salle de restaurant pendant X mois pendant l'année 2020, disons pendant 8 mois pendant l'année 2020, bah, on va vous indemniser à hauteur de la valeur comptable de cette immobilisation pendant ces 8 mois, au titre de l'année 2020 et au titre de la crise sanitaire. Ça, c'est une des pistes de des 100 milliards. Et il y a combien sur ces 100 milliards qu'on met Ça, un dispositif comme ça représente autour de 20 milliards. D'accord, ok. Quoi d'autre sinon, de puissant après, qui n'est pas dans le plan de relance actuel? Après, il y a la mise en œuvre du plan de relance la plus rapidement possible. Oui, merci. Pour que, dans la deuxième phase de l'économie, on évite une crise persistante qui dure 10 ans. Aujourd'hui, quand on regarde les prévisions le consensus des prévisions qui sont faites, à la fin de l'année 2021, on serait à un niveau d'activité qui serait en gros 5 points en dessous de ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Mais il faut bien se représenter ce que ça veut dire ces 5 points. Ces 5 points, c'est 1,5 fois plus que le pire de la crise de 2008. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sortie de crise aujourd'hui. Vous voyez, donc il faut. C'est dire la violence du choc. C'est la violence du choc et surtout se dire que, en fait, en 2021, commence une nouvelle phase de cette histoire qui est la crise économique. Et c'est là que le plan de relance va être essentiel. Ouais. En tout cas, le gouvernement, pour l'instant, finit là-dessus, ne vous écoute pas. Enfin, je dis vous, l'Institut Montaigne ou même le MEDEF, puisque pour l'instant, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous répondent, c'est en gros, il y a un plan de relance, il reste 40 milliards à déployer, à engager, à mobiliser sur 2021. On va essayer d'accélérer pour... Alors, je ne sais pas s'ils ne nous écoutent pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a un message très important à faire passer, c'est que avant le plan de relance, qui est quelque chose qui doit être déployé à partir de 2021, il y a quand même le plan de soutien, le plan d'urgence à l'économie. Et là, aujourd'hui, il ne faut pas lésiner. Encore une fois, je vous rappelle, vous me demandez où mettre les 100 milliards. Il y a 60 milliards de pertes accumulées par les entreprises en 2020. C'est là qu'il faut mettre l'argent aujourd'hui. Et ce sont des sommes qui sont considérables. Et sur les 60, vous en mettez 20 au travers du dispositif qu'on a évoqué ensemble? 20 à travers ce dispositif, mais on peut ensuite imaginer d'autres dispositifs pour compenser encore plus ces pertes. Mais vous voyez, le potentiel ici, il est quand même énorme et les besoins sont aussi énormes en la matière. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Bye.